Salut la compagnie et bienvenue dans ce premier épisode des critiques ciné subjectives. Voilà. Pourquoi subjectif? Parce que c'est ce que je pense moi. D'accord? Donc si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. C'est largement possible, hein, c'est même plus que probable. Donc voilà, on peut en discuter dans les commentaires, il n'y a aucun problème. C'est mon point de vue des films. J'appelle ça la liberté d'expression, d'accord? Donc voilà. Et c'est parti. Comme l'indique le titre marqué en dessous, on va parler des Gardiens de la Galaxie, volume 2, qui est sorti donc le 26 avril 2017 et qui a été réalisé par James Gunn. Donc voilà pour la partie blabla. Passons à la suite. Globalement, c'est un bon film. Le contrat de ce genre de film, c'est un film grand public et un film de divertissement. Le grand public, oui, c'est largement grand public, ça soit pour les enfants, les adultes, il n'y a pas de souci. Et divertissement, j'ai passé un moment. J'étais pas toutes les 2 secondes à regarder ma montre. Globalement, j'ai quand même rigolé à la plus... Pas toutes les blagues, mais à pas mal de blagues. Bon, voilà. Je passais un bon moment, je me suis pas ennuyé, donc j'ai envie de dire... Marvel, bravo. Les grandes lignes sont remplies. Après, il y a forcément quand même des petites choses qui m'ont un petit peu titillé, j'ai fait oui, non, etc. Mais on en discutera plus tard parce que ça va être du spoiler. Je dois préciser, parce que du coup, vu que c'est de la subjectivité, malheureusement pour vous, pas pour moi, mais pour vous, ça rentre en ligne de compte, je suis ce qu'on appelle un pro-DC. Alors, qu'est-ce que j'appellerais un pro-DC? C'est quelqu'un qui préfère l'univers DC à l'univers Marvel. Et oui, moi je suis plus Batman, Flash, Superman, Green Lantern, Wonder Woman que Avenger, Hulk. J'ai apprécié Iron Man. J'ai bien aimé les 3 Iron Man qu'il y a eu, je les ai bien aimés. Mais vous voyez, ça m'empêche pas d'aller voir les Marvel au cinéma. Pas tous. Je l'avoue, pas tous. Mais voilà. Dans la enfin, dans ce que je pense moi, forcément que Marvel, je vais avoir tendance à peut-être plus les dénigrer que DC. Quoique, point de vue cinéma, ces dernières années... C'est pas le sujet de ce film. Ce n'est pas le sujet de ce film. Et bah, c'est parti, on attaque. Alors là, maintenant, alerte spoiler! Du coup, Les Gardiens de la Galaxie volume 2, comme j'ai dit dans l'intro, ça reste un bon film. Cependant, il y a quand même certaines petites choses qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu, et là on va les aborder un peu plus en détail, et donc du coup, j'insiste, un spoil, parce que là je vais parler de certaines scènes du film. Ego, il va crever. Voilà, j'avais prévenu pour le spoil, c'est fait. Bref, commençons par le début au lieu de commencer par la fin, hein, c'est mieux. Ouais. Bon bah commençons par le début alors. Oui, on va commencer par le début. Groot, la scène de Groot qui danse pendant le combat. L'idée de cette scène, le visuel de cette scène est juste génial. C'est juste qu'au bout de 30 secondes on se fait chier. Soyons honnêtes, soyons honnêtes. Il y a trop peu d'interaction avec le combat, c'est vrai que de temps en temps on voit une tentacule du poulpe. On va appeler ça un poulpe, hein. Des tentacules qui tombent à côté, il y a Drax qui tombe et qui... Groot qui s'arrête de danser. Malheureusement, en fait, vu qu'on se concentre sur Groot et pas du tout sur le combat, ce que je n'ai pas compris, parce que, voilà, je ne vais pas dire on, parce que c'est moi, c'est ce que j'ai pensé moi, je n'ai pas compris que cette scène serait le point d'entrée du scénario global du film. C'est-à-dire que tout se passe sur cette scène. Rocket qui vole les machins, les cellules d'énergie et compagnie. Ça commence avec ça. Et tout se passe dans le combat en fait. Voilà, ils sauvent, ils remplissent leur contrat de mercenaires, etc., etc. Mais justement, vu qu'on se concentre sur Groot et qu'il y a beaucoup de dérision, il danse, il fait le con en plein milieu du combat, c'est bien parce que ça apporte de la légèreté, on est là pour du divertissement, on n'est pas là pour chialer. C'est bien, mais la scène est un peu trop longue, justement, ça aurait mérité peut-être, je sais pas. À un moment donné, de laisser Groot, quand même, je dirais pas en premier plan, mais l'acteur principal de ce qui se passe, peut-être reculer pour qu'on voie un peu le combat, peut-être qu'on voie notamment Rocket voler les cellules d'énergie, et qu'on se rende compte que oui, attention, c'est une scène importante, parce que vu qu'il y a, entre la musique et le fait que Groot qui fasse le con, c'est très bien, c'est un chouïa long game, mais on comprend pas que la scène, c'est une scène qui est le point d'entrée de tout le film. Parce que moi, je me suis clairement dit,
Ah bah de toute façon voilà c'est un combat, c'est une sorte de générique d'intro et puis après ils vont basculer totalement sur autre chose. Pas vraiment en fait, pas vraiment. Donc voilà. Globalement, il y a certains visuels dans le film. Alors je prends cet exemple en particulier parce que je veux pas tout faire les scènes de tout le film parce que sinon il y en aurait pour plus long que le film. Il y a quelques scènes comme celle de Groot qui sont au début, qui sont extrêmement intéressantes, qui changent un petit peu, ça fait du bien visuellement, je dirais pas que ça fait jeune, mais ça fait rafraîchissant. C'est bien, mais il n'est pas assez bien exploité. Il manque un petit... Voilà. Et il n'y a pas que celle-là dans le film, il y a beaucoup de scènes qui sont un petit peu longues, notamment maintenant je vais basculer sur l'humour. C'est un schtroumpf qui tombe, il se fait un bleu. Alors parlons de l'humour. Comme il vient de se passer, des fois c'est un peu lourd, pas très marrant, et c'est répétitif. C'est un schtroumpf qui tombe, il se fait un bleu. Alors, j'ai envie de dire, les enfants, les adolescents, c'est bien un peu le style d'humour qu'ils ont. Je suppose qu'il y en a beaucoup d'entre vous, où il y a un enfant qui est venu, qui a répété au moins 3, 4, 5 fois la même blague, on rit la première fois, on sourit la deuxième, et puis la troisième, on lui dit, bon, stop, c'est bon, j'ai compris quoi. C'était marrant la première, pas la troisième quoi. Et dans ce film, c'est un peu ça. Heureusement, il y a quand même Rocket ou Groot qui viennent des fois un petit peu apporter de fraîcheur dans cet humour répétitif et lourd. Quoique des fois tu vas me dire la scène de Groot qui amène les objets de la prison pour la mutinerie. Le premier c'est marrant. Je crois que j'ai rigolé aussi au troisième, mais il y en a la moitié sur laquelle j'ai pas vraiment rigolé parce que je fais ouais c'est sympa, sans plus quoi. Donc voilà, notamment il y en a une de scène où c'est hyper lourd, c'est Taserface. Je me souviens de la salle parce que la salle du coup a réagi de la même façon que moi. Tout le monde a rigolé, on a bien entendu la salle rigoler à la première fois qu'ils se foutent de la gueule de Taserface. Je l'ai pas entendu rigoler la deuxième fois quand ils ont assisté, et encore moins la troisième. Il y a aussi Mantis. Voilà, Mantis, qui a Ah oui, vous savez la scène avec Drax, voilà, le temps que ça me revienne, le temps que ça revienne là-dedans. Avec Drax, quand il la drague et qu'il lui dit qu'elle est moche. C'est pareil, tout le monde a rigolé la première fois. Pas la deuxième ni la troisième. Donc c'est vrai que côté humour, c'est un humour qui va plaire aux jeunes, enfin aux petits j'ai envie de dire. Pour les adultes, je me suis pas non plus fait chier, j'ai quand même rigolé la première fois. Mais c'est vrai qu'il y a certaines scènes, notamment quand je parlais de scènes longues avec Groot justement, certaines scènes d'humour comme ça sont un peu longues justement. Ça mériterait à un moment donné de changer de disque, hein. Je sais pas, d'apporter une nouveauté dans la blague ou je sais pas, mais... Voilà, ça manquait un petit peu, mais sinon globalement j'ai quand même bien rigolé, faut le dire, hein, il y a beaucoup de scènes un petit peu drôles, etc. Mais voilà, passons maintenant au scénario, parce que le scénario, il est bien construit, c'est pas un scénario qu'on voit généralement sur ce genre de film. Alors je dirais pas que c'est un film de super-héros, parce que ce sont quand même des mercenaires qui sont payés, soit pour tuer, soit pour protéger, soit pour machin, etc. Donc les super-héros, normalement, ils font ça gratis. Hein. Donc, c'est un film d'anti-héros, j'ai envie de dire. Mais on peut le classer dans les films voilà, Marvel, DC, etc. Et, côté du scénario, c'est vrai que souvent sur ce genre de film, on a un axe principal et de temps en temps des histoires secondaires, mais pas des histoires secondaires qui prennent autant de temps que l'axe principal. L'axe principal pour moi, c'est Star-Lord avec Ego, qui suit du début jusqu'à la fin, parce que Ego arrive assez vite quand même dans le film. Côté, on va parler de l'axe principal, on parlera des axes secondaires après. L'axe principal est plutôt bien mené, parce qu'on sent que, enfin moi j'ai tout de suite compris que Ego, c'était juste une enflure. Je l'ai compris de suite. Enfin assez rapidement, parce que c'est vrai qu'on a, de temps en temps, on a Mantis qui avec Drax veut lui dire quelque chose, on découvre des petites choses, notamment sa planète, il n'y a que de la flore, il n'y a pas de faune, donc voilà, on se doute de certaines choses, on fait ouh ça c'est bizarre, ouh ça c'est pas cohérent, ouh. Puis on sent qu'il essaye un petit peu
de faire de la propagande envers son fils. Vous avez vu, c'est moi qui ai créé ce monde, ta mère je l'aimais bien, et il est pas totalement cohérent. Et d'ailleurs Star-Lord lui fait remarquer, il dit mais du coup ma mère pourquoi tu l'as laissé, machin que ça. Donc on le sent venir, Ego, c'est juste une enflure. Gamora aussi le sent venir, et à un moment donné quand même elle va le voir. Donc, quand on découvre que c'est un connard, j'ai dit un gros, je suis désolé. Donc voilà, quand on découvre que c'est juste une enflure, c'est guère étonnant. Donc du coup le scénario est quand même bien ficelé, parce qu'on le sent venir, on le voit venir, ça vient, et après se passe le combat. Cependant, sur cet axe principal, ce que je n'ai pas compris, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas compris. Ego. Bon, ok, comme l'indique son nom, il a un ego surdimensionné, il s'est passé pour un dieu alors que c'en est pas un, mais cette histoire d'être cosmos qui a créé une planète, j'ai pas tout compris là. Ça aurait mérité, honnêtement, ça aurait mérité une petite scène flashback ou quelque chose qui nous explique un peu plus en détail qu'est-ce que c'est que cette chose-là. Parce que, ok, il a pris une apparence humaine, enfin il a fait en sorte d'avoir une apparence humaine, mais clairement, c'est qu'un dérivé de lui-même en fait. Je ne dirais même pas que c'est un clone, mais c'est une extension de lui en fait. Enfin, de lui, je sais même pas si on peut dire lui en fait, de cette entité, on va dire une entité, c'est bien une entité, de cette entité. Donc, je sais pas, et puis le fait qu'il le tue avec une explosion, bon... Je sais pas, il n'y aurait pas plutôt une arme magique, machin, pour l'enfermer, enfin... Surtout, vu que ça allait être un être du cosmos qui est là depuis le début, comment on peut le tuer juste avec une explosion, quoi, enfin... Qu'on le... On va dire qu'on lui fasse assez de dommages pour qu'il soit totalement inerte, machin, etc. Et qu'il puisse pas faire grand chose, qu'on la met dans une prison spéciale, etc. Pourquoi pas. Mais au vu de ce que j'ai compris de la chose, c'est quand même un truc hyper puissant qui est là depuis le début. C'est comme si on disait je tue l'univers, quoi. Comment on peut tuer l'univers? On peut le dominer, on peut pas le tuer, quoi. Donc c'est... Et j'ai eu beaucoup de mal, j'ai pas tout compris d'ailleurs, les collègues avec qui j'y suis allé, je leur ai demandé et ils n'ont pas forcément apporté de réponse claire. Voilà, c'était, enfin pour moi c'est assez flou. Qui sait, puis alors aussi pourquoi il a besoin de se reproduire avec d'autres espèces pour avoir un fils qui a autant d'énergie que lui, parce que du coup, vu toute l'énergie qu'il a dû amasser, comme il dit, en millions d'années, parce que apparemment ça fait des millions d'années qu'il existe, comment le Star-Lord en 20 ans il accumule autant d'énergie que lui en millions d'années, enfin en quelques millions d'années, enfin... Il y a des trucs que j'ai pas compris là-dessus. Et ça aurait mérité peut-être une scène d'une minute et demie, mais par contre coupé et réparti un peu dans le film pour nous expliquer réellement qui il est. Ce que c'est, pourquoi il a dû aller voir des femelles, d'autres espèces, etc. Il aurait d'ailleurs très bien pu se passer lui par une femelle et lui accoucher, ça aurait été peut-être plus logique d'ailleurs. Que ce soit lui qui conçoive l'enfant, mais à l'aide d'autres espèces, et encore. Bon bref, passons. Mais voilà, là il y a quelque chose que j'ai pas compris. Parlons maintenant des axes secondaires, parce que les axes secondaires prennent autant de place que l'axe principal, et c'est là où j'ai envie de dire c'est la force du scénario, c'est que généralement des scénarios qui ont un fil conducteur du début jusqu'à la fin, en fait, à un moment donné, il est obligé d'avoir des rebondissements, et des fois c'est souvent alambiqué, c'est un peu pourri. Du coup là on n'a pas besoin de ça. Je vais parler de la mutinerie, qui est aussi une scène un axe que je trouve extrêmement intéressant. Comme Ego, on sent qu'il va y avoir une mutinerie, il y a une mutinerie, il y a l'après-mutinerie, et puis il y a le renversement de situation de la mutinerie, il dégage. Ah, cet axe il est bien mené. J'ai beaucoup apprécié cet axe-là. Je voudrais dire, il n'y a pratiquement pas de défaut, mis à part ça que le Taserface, enfin les quelques blagues un peu lourdes, mais si on parle vraiment du scénario, il est très bien. Par contre, l'autre axe des deux sœurs, lui, il est mal travaillé, parce que, bon, Nebula et Gamora, on sent qu'elles ont une haine l'une envers l'autre, parce que Thanos les a un peu liées les unes contre les autres quand elles étaient petites, enfin les a forcées à se combattre pour qu'il y en ait une qui s'endurcisse plus que l'autre, etc. Bon, passons l'histoire. Ok, on comprend qu'elles ont une haine, enfin surtout Nebula envers Gamora. Je vais te buter. Ouais, c'est un peu ça en fait, c'est un peu ça. Et puis tout d'un coup c'est... Oui, mais non, il n'y a pas de prémisse, jamais on sent une hésitation dans la tête de Gamora, de Nebula, je vais y arriver. Voilà.
Et d'un coup, c'est sister sister, enfin c'est ma sœur, on est copines, enfin pas vraiment quand même, parce qu'au final elle finit par se casser à la fin, mais il n'y a pas de prélude, il n'y a pas de scène où on se dit j'ai loupé quelque chose, etc. J'ai quand même, à un moment donné, je me suis dit j'ai loupé quelque chose, c'est pas possible, et en me remémorant un peu les scènes clés entre les deux, que ce soit du début ou même le combat, parce qu'en plus Nebula, je sais pas, à un moment donné elle a un vaisseau, elle tire sur sa sœur, elle est pas capable, alors que sa sœur est sans défense, d'arriver à la toucher au moins une fois, quoi. Alors qu'elle est quand même entraînée par Thanos, qui est censé être l'être le plus puissant de l'univers Marvel, quand même. Enfin bref, c'est vrai que cette scène, j'ai fait, mais what? Enfin, pour moi, non. Non. Enfin, ils auraient dû clairement faire comme les deux autres scénarios, laisser des petits indices pour ceux qui réfléchissent un peu dans le film comme moi, de dire ah oui, machin, etc. Et pas que ça soit un truc hey, coucou. Non, je vais pas dire suite. Mais laisser un peu comme un petit poussin, c'est ce qu'ils ont fait sur les deux axes que j'ai énoncés précédemment, laisser un petit peu des indices qui nous laissent penser que, et comme ça c'est pas non plus une surprise, parce que là c'est, pour moi c'est même incohérent, c'est même pas compatible, tu vois. Qu'on la voie par exemple, un truc tout bête, une scène où on la voit hésiter à un moment donné, se dire ah ouais, enfin, je sais pas, un moment de scène d'hésitation, quand elle tire par exemple, déjà ça soit peut-être un indice, tu vois. Elle l'a dans sa ligne de mire, elle hésite à tirer, tu vois. C'est une scène toute conne, mais c'est ce genre de choses qui vont nous faire dire ah, pourquoi elle hésite à tirer sur sa sœur. Tu vois. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Pour moi, c'est le coup du on est copines, ça arrive trop vite, trop tôt d'ailleurs, parce que ça aurait pu arriver pendant le combat, ça aurait été plus intéressant que d'ailleurs il y a un double combat Ego versus Star-Lord et compagnie, et les deux sœurs ensemble, et qu'au milieu du combat, les deux sœurs, justement, on a eu des prémices avant, et que les deux sœurs voient qu'elles doivent s'allier, puis finalement en s'alliant, elles se découvrent un petit peu, enfin, pas qu'elles se découvrent, mais elles enlèvent un peu la rancœur qu'elles ont l'une envers l'autre, elles en discutent, enfin, je sais pas, il y aurait pu y avoir tellement d'autres choses plus intéressantes, alors ce que je viens de dire, ça a peut-être déjà été du vu et du revu, je l'admets, mais c'est vrai qu'un double combat, c'est toujours plus intéressant d'un point de vue spectateur à voir, ou un triple, enfin, un gros combat, mais dans le gros combat, il y a deux combats bien distincts en fait. Donc pour moi, ça, l'axe des deux sœurs, ils l'ont raté, clairement. Ils ont rien réussi là-dedans, c'est juste pourri d'ailleurs. Même la scène, quand je disais quand elle tire dessus, cette scène, enfin... Ok, c'est la scène qui leur permet de découvrir qu'Ego est juste un gros connard. C'est une grosse enflure, voilà. C'est une grosse enflure. Je vais y arriver, Bref. Après, je vais parler des femmes dorées, là. Je sais plus comment elles s'appellent. Alors c'est pareil, cet axe-là... c'est alors au début c'est bien, c'est vrai que voilà ils fuient machin etc. Ego vient les aider un petit peu miraculeusement. Ça encore c'est discutable mais bon pourquoi pas, lui il cherche son fils et il apparaît à ce moment là, bon pourquoi pas. Mais par contre à la fin qu'ils viennent encore foutre le bordel machin etc. Puis même ces types là sont juste horripilants en fait, ils ont pas d'intérêt parce qu'ils ont pas d'expression, ils ont... Alors c'est peut-être leur culture qui veut ça, je l'admets, mais le point de vue, enfin comment c'est amené, etc. Toutes les scènes avec ces monstres dorés, c'était pas nécessaire. Je pense que j'étais pas obligé. C'était pas obligé. Ils auraient pu s'arrêter après. Voilà, ils arrivent pas à les récupérer, machin, point terminé quoi. Ils vont chercher les autres mercenaires pour pour les aider à retrouver tout ça. Et puis ils laissent faire les mercenaires quoi, ils viennent pas aider quoi. Et puis à la fin, il y a un mercenaire qui va dire oh, on n'y est pas arrivé, et puis voilà, mais fini. Il n'y avait pas besoin de toutes ces scènes où on vient quand même. C'est vrai qu'on voit qu'ils ont une autre puissance quand ils viennent voir le mec tout bleu là, je sais pas comment il s'appelle, mais qui tire le tapis, etc. Bon. Ça n'apporte rien en fait ces scènes-là, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Du coup voilà. Après je vais parler quelque chose sur la fin du film. Sur le scénario, c'est le dernier point que je vais évoquer. La scène où ce fameux type bleu, il crève. Alors c'est intéressant, mais ça ne l'est pas. Pour la même raison que j'ai évoquée pour les deux sœurs. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de, dans un film où on fait pleurer et rire les gens, à un moment donné, c'est de les faire chialer, mais de tristesse. Intéressant. Bon, enfin, c'est un défi à faire quand même. Pourquoi pas? Sauf que le personnage qu'ils ont fait crever, on s'y est pas attaché.
Enfin, moi, personnellement, je ne m'y suis pas attaché. Quand il est mort, j'ai fait... Au moins, il aura fait quelque chose de bien, à la fin. C'est tout. Alors oui, il a élevé comme son fils, enfin... Et encore, il en a souffert au final Star-Lord, donc pour lui, c'était pas vraiment son père, spirituel, on va dire. Mais voilà, enfin... On s'y est pas attaché, alors ils te font une scène hyper lourde, un enterrement, machin, etc., des honneurs rendus. Mais on s'y est pas attaché à ce type. On s'y est pas attaché. J'étais loin de chialer, hein. J'étais très loin de chialer, hein. J'ai fait non, mais c'est raté. Raté. Donc voilà, cette scène, elle est trop. Surtout qu'en plus les autres qui avaient de la rancœur, parce que, enfin la rancœur, qui l'avaient viré parce qu'il avait fait une faute dans le code d'honneur, des machins, etc., ils le réintègrent à titre posthume. Alors, qui viennent, pas tous, mais qui viennent par exemple quelques-uns en honneur à ce qui, au bon moment qu'ils ont pu passer avec lui, etc. Pourquoi pas, mais qui fassent tout le tralala des feux d'artifice alors qu'il l'avait viré. Voilà, bon ça aussi, j'ai trouvé ça trop justement, cette scène, on peut virer. Mais justement dans cette scène, on voit Sylvester Stallone. Stallone, voilà. Ça fait plaisir de le voir dans ce genre de film, tout comme Kurt Russell, merci, et David Hasselhoff, et puis un type de Marvel. Voilà, comme je dis, moi je suis pas l'actualité de Marvel, donc je sais pas qui c'était, mais à la fin les collègues m'ont dit lui c'est un tel de Marvel. Très bien. Il y a du casting, il y a du bon casting, il y a quelques, je dirais pas caméo, mais si, peut-être un peu plus un caméo. Intéressant, ça fait toujours plaisir, enfin moi je m'attendais pas à voir ni Stallone ni David Hasselhoff dans le film. Oui, je les ai vus, je les ai fait c'est sympa, c'est sympa. Après ils apportent pas non plus un gros plus, hein. Mais c'est toujours marrant de voir, voilà, c'est des petits clins d'œil qui sont très bien. Côté musique, on est bien. Je mets un bémol pour le prochain film, mais je pense qu'au vu d'une certaine scène, ce bémol n'y sera pas. Donc c'est pas un bémol pour ce film-là, hein, j'insiste, c'est pour le prochain. C'est bien de nous faire découvrir les musiques des années 60-70. Pour les plus jeunes qui connaissent pas, ça leur permet de les faire découvrir. Moi-même, non pas très vieux, parce que c'est pas forcément mon époque ces musiques-là, mais j'ai pu en découvrir certaines, j'en connaissais certaines, mais je connaissais pas tout, donc c'est vrai que c'est sympa un petit peu de découvrir l'ambiance, surtout qu'en plus ils mettent bien l'ambiance de ces années-là quand ils mettent ce genre de musique. Et à la fin, je me suis dit, c'est bien, ils ont fait 2 films avec ce genre de musique, c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir changer de disque. Et je crois que c'est dans une scène post-générique, parce que dans le générique, il y en a plusieurs des scènes. Pour ceux qui sont partis au début du générique, c'est dommage, parce qu'il y a 3, peut-être même 4 scènes, alors il y en a 3 pendant et 1 à la fin, je crois, quelque chose comme ça. Notamment, on le voit découvrir un Walkman... dernière génération pour nous, avec 300 chansons, donc j'espère qu'ils vont changer un petit peu de décennie, parce que ça pourrait être bien justement, par exemple la prochaine fois faire les années 80-90, après les années 2000-2010, histoire de voir une évolution un peu de la musique entre, voilà, avec les films, ça pourrait être très intéressant. Mais voilà, pour ce film là, ça passait encore, un 3e film avec la même musique, je pense que ça va être enfin, ça va être lourd en fait. Ça va être lourd, même si c'est bien mené, à un moment donné, il faut changer de disque, quoi, faut changer de disque. Mais voilà, sinon la musique quand même, globalement pour ce film c'est bien fait. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des choses principales. Maintenant, passons à la note. 0, c'est un film Marvel. Oui mais non. Bref, j'ai donné une note de 3,5 sur 5 à ce film. Alors pourquoi une note aussi basse? Pour la simple et bonne raison que je suis assez sévère sur les films d'un point de vue totalement stratégique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on met une dizaine de films dans l'année à 5 étoiles, comment on les départage? Donc le but est justement d'être un petit peu sévère, ce qui nous permet d'avoir vraiment des films qui s'échelonnent entre 0 et 5, et de vraiment pouvoir faire un pseudo-classement des films, parce qu'entre nous, c'est un bon divertissement, c'est pas non plus le film de l'année, encore moins le film du siècle. Faut se l'avouer. C'est un divertissement, sans plus, quoi. C'est un bon moment, c'est pas le genre de film que je vais regarder, enfin c'est pas le genre de film qui au cinéma je vais aller le voir 3, 4, 5, 6 fois, enfin c'est rare que j'aille autant de fois voir un film, mais voilà. Donc 3,5 pour moi c'est déjà bien noté. J'espère que cette critique ciné vous a plu. Si elle vous a pas plu, c'est pareil. Ouais, bref.
J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous bientôt pour un prochain film, je ne sais encore pas lequel, j'ai pas prévu d'aller au cinéma dans l'immédiat. Si vous voulez que je fasse des critiques ciné sur des films qui sont déjà parus, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre les films que vous voulez que je commente, enfin que je vous dise mon point de vue là-dessus. Et voilà, et ben bonne journée, bonne soirée, je sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo, donc bonne journée ou bonne soirée, et à bientôt. À bientôt.